Alors, bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15 jours, nous avions parlé d'un monsieur Hieréus, dont on a retrouvé des lettres dans ses archives du monastère d'Hathor. On avait vu que c'était une personne qui porte un nom égyptien, qui connaissait bien le copte, mais qui préfère s'exprimer en grec dans le corps de la lettre, dans les lettres qu'il écrit. Alors, le problème, c'est de savoir pourquoi. Les deux lettres que nous avons de ce monsieur portent sur le même sujet. Ce sont des demandes d'aide qu'il adresse au supérieur du monastère pour qu'il intervienne en faveur d'un certain Pamontios. Alors, je vous ai mis l'exemple d'une des deux, le Papyrus Londres 1915, et je vous lis la traduction, en tout cas le début. À ceux qui sont tombés dans l'infortune, les paroles de Dieu nous exhortent à porter secours à tous et particulièrement à nos frères. Puisqu'ainsi notre frère Pamontios, en proie à des vicissitudes peu communes, a subi les traitements les plus infamants de la part d'hommes impitoyables et impies, au point d'être contraints de perdre, selon l'expression, notre bienheureuse espérance. Et là, vous avez une citation à l'épître de Tite, de 13. En conséquence, il nous a supplié de soumettre à votre fraternité, vous avez cette phraséologie des textes byzantins, donc il s'agit en l'occurrence du supérieur du monastère, il nous a supplié de soumettre à votre fraternité cette lettre qui lui montre toute l'affaire qui est la sienne, afin que, en prenant connaissance, vous puissiez l'aider, vous souvenant du bienheureux apôtre. Et là, vous avez à nouveau une réminiscence scripturaire, épître aux Romains, dans les Actes, on retrouve ces expressions. Donc, en vous souvenant du bienheureux apôtre, qui disait de ne pas négliger les faibles, non seulement en foi, mais aussi dans les affaires du monde. C'est là que vous avez cette citation de l'Épître aux Romains ou des Actes des Apôtres. Car ce frère de notre congrégation était auparavant un négociant de vin. Et là, j'arrête, puisque en fait, ensuite, Hieréus raconte l'histoire malheureuse de Pamontios, qui a été victime de magistrats corrompus et qui a fini par se retrouver dans la plus totale pauvreté. Et donc, il conclut sa lettre en disant « C'est pourquoi nous vous adressons cette lettre, vous demandant de l'aider, etc. etc. » Alors, on retrouve dans cette lettre toute une rhétorique empruntée à la pétition. Vous savez, ce type d'écrit qu'une personne victime d'une injustice soumettait aux autorités pour qu'on lui rende justice. On a la même structure, vous avez la lettre qui commence par une espèce de préambule moralisateur avec éventuellement des citations, et puis ensuite vous avez une formule de transition, c'est pourquoi j'en appelle à vous, voici mon affaire, etc. Vous avez ensuite la présentation des attendus, et enfin, la requête finale. Donc ça, c'est le plan d'une pétition type que l'on retrouve dans cette lettre. On y retrouve aussi le même vocabulaire que dans les pétitions. Or, la pétition est un acte qui se pratiquait à l'époque en grec. Et probablement habitué au formulaire des pétitions, eh bien, Hieréus a préféré écrire sa requête épistolaire, on va dire, en grec, et nous rencontrerons d'ailleurs plus tard des situations identiques. En outre, l'emploi du grec pouvait conférer une plus grande solennité à sa demande. Il est probable qu'il n'ait pas eu beaucoup d'efforts à faire. Malgré les erreurs qu'il commet dans le corps de sa lettre, on remarque quelques traits, par exemple à la ligne 20, ce qu'on appelle un déictique toténi, qui montre qu'on a affaire à quelqu'un qui était, on va dire, un bilingue honorable. Autrement dit, la situation de l'énonciation, c'est-à-dire une requête à laquelle on essaie de donner le plus de poids, et les conventions qui conditionnent cette énonciation, ce que j'appellerais la rhétorique de la pétition, favorisaient l'emploi du grec que le rédacteur était en mesure d'utiliser sans éprouver, on va dire, trop de honte devant le résultat. Alors, c'est peut-être ce même type d'explication qu'il faut avancer pour la lettre de demande de pardon
qu'adresse un certain Orion au supérieur du monastère. Alors, malgré son suffixe grec, son nom est égyptien, ça vient de russe, et il y a fort à parier qu'il était plus à l'aise en copte qu'en grec, étant donné les constantes fautes d'orthographe qu'il commet, notamment la confusion permanente entre le epsilon et le alpha iota, donc e ou I, qu'il confond avec une rare régularité. Chaque fois que vous avez un astérix, ça correspond à ce type de faute. Il commet aussi des erreurs de genre, des erreurs de cas. Je rappelle qu'il n'y a pas de cas en copte. Erreurs qui rendent la compréhension de son texte extrêmement difficile. Mais il avait à se faire pardonner. Et il a peut-être pensé que l'emploi du grec jouerait en sa faveur dans une lettre qui, pour sa plus grande partie, est une demande de prière, une demande d'intercession pour le pardon de son âme. Je vous lis un passage. Cette lettre que nous vous envoyons, je l'ai écrite sur ce papyrus pour que vous puissiez la lire avec joie et avec la plus confiante sérénité qui vient de l'Esprit Saint, avec la bonne humeur chère à Dieu, avec le sens de l'accueil et l'indulgence remplie de l'Esprit Saint. Je t'écris donc, sincère et très solide Apapaiéus, afin que vous puissiez lever les mains vers notre Seigneur Dieu en signe de croix, à cause de moi, l'humble malheureux, indigne de voir la lumière du soleil, afin que Dieu annule la dette de mes péchés grâce à tes très saintes prières auxquelles j'accorde la plus grande confiance. Et cela continue sur presque 20 lignes. L'auteur réutilise à son profit toute une rhétorique chrétienne du pardon, truffée d'expressions toutes faites, déjà bien standardisées dans le grec chrétien, ce qui explique peut-être le recours à cette langue, en plus des connotations que j'ai relevées tout à l'heure. Notons cependant qu'une lettre de la même tonalité est écrite en copte par un certain Timothée, vous l'avez ici à l'écran, mais dans ce cas, on a peut-être affaire à un Égyptien incapable, là, complètement, d'écrire en grec. Si les lettres grecques traitent le plus souvent de sujets importants ou présentent des suppliques très teintées de rhétorique, les lettres coptes des mêmes archives, inversement, tournent autour de sujets plus concrets, à l'exception de cette lettre dont je viens de vous parler un instant. Il y est question dans ces lettres coptes de commandes de manteaux, de chaussures, l'envoi de provisions, d'un manteau, de divers articles vestimentaires ou de provisions, le tout accompagné, comme dans les lettres grecques, d'abondantes salutations. Si l'on semble donc deviner une forme de spécialisation des langues en fonction du contenu des lettres et par conséquent de leur finalité, spécialisation qui témoigne du poids écrasant du modèle grec dès qu'il s'agit de faire intervenir la rhétorique, c'est-à-dire l'art de persuader, c'est surtout le bilinguisme des acteurs de ce dossier qui transparaît à travers les lettres qui le composent. Nos Égyptiens, on l'a vu, connaissent bien le grec ainsi que la phraséologie que le christianisme a développée dans cette langue. C'est donc une communauté relativement à l'aise dans les deux langues que l'on y devine, où l'appartenance ethnique n'enferme pas l'individu dans les limites du monolinguisme, dans les limites d'une seule langue. Alors, il faudrait en tout cas se garder, et ça je voudrais insister là-dessus, de croire que nos épistoliers écrivant le copte, parce qu'ils auraient été incapables d'écrire en grec et de maîtriser tant soit peu cette langue, aient été des personnes moins bien éduquées, selon un préjugé souvent véhiculé par les modernes et s'appuyant partiellement sur une littérature chrétienne orientée, comme nous aurons l'occasion de le voir plus tard. Leurs lettres manifestent une aisance certaine dans l'expression, une généreuse culture littéraire. Ils n'hésitent pas à citer la Bible, les Écritures, même pour des sujets les plus banals qu'ils soient. Je vous mets à l'écran une de ces lettres et j'ai souligné quelques citations. Vous avez les références en bas. On y retrouve aussi une phraséologie qui doit beaucoup à la rhétorique. On a donc affaire à des Égyptiens cultivés,
bien formé à une culture nouvelle qui s'est, on va dire, standardisée, notamment autour du texte biblique, maintenant traduit en copte, et bien diffusé, lu et appris par cœur, puisqu'ils sont capables de le citer dans leurs lettres. Ce sont des personnes qui, le plus souvent, alors, ce qu'on ne peut confirmer du fait du petit échantillon de lettres qui nous est parvenu, qui, le plus souvent, devaient passer du grec au copte avec une relative aisance, en fonction notamment du contenu du message à transmettre. Alors, avec les archives de Néphéros, vous vous souvenez, c'est le second ensemble des archives du monastère d'Hathor, le ratio des lettres coptes a beau être très bas, on a 2 lettres coptes simplement contre 24 en grec, à côté de 16 autres documents non épistolaires qui sont exclusivement en grec. Cet ensemble, malgré tout, jette quelques lumières sur l'usage du copte en liaison avec le grec. Les lettres sont là encore adressées au supérieur du monastère, cette fois-ci il s'appelle Néphéros, à l'exception d'un groupe de 4 lettres grecques dont le rapport direct avec le reste des archives de Néphéros n'est pas très clair, ni même assuré. Le fait que le supérieur du monastère, Néphéros, reçoit des lettres dans les 2 langues pourrait être l'indice de son bilinguisme, mais il peut fort bien s'être fait aider par un secrétaire pour les lettres, en l'occurrence grec, puisque, comme vous le remarquez, il porte un nom égyptien. Néphéros vient de l'égyptien Népher Er, c'est-à-dire beau de visage. Les éditeurs de ces archives de Néphéros soupçonnent malgré tout que les quelques lignes de contes écrites en grec au verso d'une lettre que Néphéros avait reçue, et vous avez la photo de ce papyrus à l'écran, ait pu être de sa main, ce qui voudrait donc dire qu'il était capable d'écrire du grec. Mais en fait, rien ne prouve qu'il s'agisse bien là de son écriture. Les 2 lettres en copte donc de cet ensemble sont, comme on s'y attend, écrites par des Égyptiens, pourtant des noms bien égyptiens. Vous avez l'un d'entre eux s'appelle Appa Papnouté, une erreur à l'écran, Appa Papnouté, et l'autre s'appelle Papnouté. Il s'agit de 2 personnes différentes, même si elles portent le même nom. Mais il faudrait éviter de tomber dans le piège consistant à considérer que le choix de la langue était dicté par l'incapacité d'écrire le grec. En effet, Appa Papnouté est sans nul doute un hellénophone. Outre que son copte contient un nombre élevé de mots grecs, voici sa lettre, et je souligne tous les mots grecs qui se trouvent dans le texte copte, les emprunts grecs qui se trouvent dans le texte copte. Donc, outre ces mots, il y en a 11 sur 8 lignes, il écrit l'adresse sur le verso de la lettre en grec, comme vous pouvez le voir. Alors, vous allez me dire, la rédaction de l'adresse au verso d'une lettre ne demandait pas de grande capacité en grec, exception faite du premier mot, apodos, qui signifie à livrer, à donner à un tel de la part d'un tel. Donc, à l'exception de ce premier mot, les autres termes, les autres mots qui se trouvent dans une adresse de lettre sont tout simplement des noms propres qu'il faut juste savoir décliner en grec, le datif pour le nom du destinataire et le nominatif ou bien le génitif lorsque l'on utilise la formule avec para plus génitif pour le nom du rédacteur. Donc le fait que l'adresse d'une lettre copte soit écrite en grec n'est pas un indice pertinent de bilinguisme de la part de son rédacteur. Il se trouve, a fortiori, qu'ici, notre Appa Papnouté commet une faute sur le premier mot. En fait, l'édition, il faut revoir l'édition Appa Papnouté qui est écrite à la ligne 9, est une erreur de l'édition. L'adresse commence bien à apodos.
Et les éditeurs n'ont pas vu que le mot n'était pas écrit correctement. L'auteur, Apapaptouté, a fait tomber, a omis une des voyelles. Il a écrit Abdos au lieu d'écrire Apoutos. Bon. Donc, non seulement il écrit mal ce mot, mais en plus, tous les autres noms, enfin, ou l'autre nom qui se trouve présent dans cette adresse est abrégé. Donc, il n'a même pas à décliner, à connaître les déclinaisons grecques. On pourrait donc douter de son bilinguisme si il n'avait pas eu recours au grec dans le corps même de la lettre, comme vous le voyez, à la fin de la ligne 5, ayant achevé de traiter du sujet qui motivait l'envoi de sa lettre, eh bien, c'est en grec qu'il commence la litanie des salutations, hein, aspazomé, pour aspazomai, je salue un tel, un tel, un tel. Bon. Avant de se reprendre, de biffer ce qu'il avait écrit en grec et de recommencer en copte à la ligne suivante. Il a tourné juste son papyrus au verso, tichiné, je salue, etc. Et c'est exactement l'équivalent du mot grec aspazomé, pour aspazomai. Alors, même si la désinence du verbe grec est entachée d'un phonétisme, mais pas très grave, l'emploi du grec pour la formule de salutation ne répondait à aucune convention épistolaire qui eût contraint Apapapnouté à recourir à cette langue. On a donc là, je crois, un indice, cette fois-ci plus solide, de son bilinguisme, quelque limité qu'il ait pu être. Les lettres grecques, elles, du dossier de Néphéros, sont écrites par des personnages qui ne portent jamais de nom complètement égyptien, à une seule exception, une certaine Tawak. Les deux seuls noms égyptiens qu'on y observe, on va dire, sont munis d'un suffixe grec qui en fait non pas des noms égyptiens, mais des noms gréco-égyptiens. Il s'agit d'Orion et de Sérapion. Les autres sont des noms bibliques hellénisés. Vous avez un certain Paul, ou des noms latins hellénisés comme Capiton, ou des noms grecs comme Lucarion. Voilà. Alors, le principal rédacteur des lettres grecques est un certain Paul, auteur de 9 lettres, hein, le papyrus Néphéros de 1 à 9. Son profil linguistique est a priori difficile à cerner. Il est marié à une Égyptienne qui s'appelle Tapiam. Il fait écrire ses lettres par des tierces personnes, on le sait puisque les écritures sont chaque fois différentes. Voilà qui pourrait nous donner à penser qu'il s'agissait d'un Égyptien incapable d'écrire en grec. Mais, outre qu'il aurait pu alors faire le choix d'écrire en copte, il est assez peu vraisemblable qu'il n'ait pas connu le grec alors qu'il résidait de façon durable, on le sait par le contenu de ses lettres, à Alexandrie, d'où il écrit toutes ses lettres, Alexandrie, capitale qui a toujours, je vous l'ai déjà dit, affiché un hellénisme militant. L'étude du formulaire de ces lettres a même conduit Malcolm Choate, dans un ouvrage intitulé Belief and Cult in 4th Century Papyri, publié en 2006, à conclure que Paul dictait complètement ses lettres et n'hésitait pas à varier sciemment le formulaire de ces missives, toutes adressées à la même personne, Apanéphéros, le supérieur du monastère. Son style n'étant pas sans une certaine affectation, qui marque incontestablement une bonne connaissance du grec, et je dirais de la rhétorique ou du style épistolaire, nous aurions donc là affaire à un grec ou à quelqu'un, disons, peut-être plus à l'aise en grec qu'en égyptien, qu'en copte. Ce n'est pas du tout l'image que renvoie une autre lettre grecque, celle de Sérapion, le papyrus Néphéros 12. Son grec est, nous disent les éditeurs, une désolation. Il déforme certains noms propres, il n'emploie pas les cas correctement, il suffit de regarder à la ligne 13 par exemple, où, est-ce que je vais le retrouver,
Voilà, spazomai, je salue, on attend des accusatifs, et à la place des accusatifs, on a des nominatifs de façon assez systématique dans le texte. Il ne connaît pas les cas que régissent les cas qui régissent telle ou telle proposition. Enfin bref, c'est un grec absolument catastrophique. Mais cette lettre offre des preuves autrement plus, je dirais, indiscutables qu'on a affaire à un Égyptien. Tout d'abord, il emploie certains mots grecs sous une forme copticisée. Par exemple, vous avez à la ligne 14 le mot libitou, qui en fait cache le mot grec lébiton, qui est une espèce de tunique sans manches, et qui est utilisé avec une forme bizarre, une désinence en ou, au lieu d'avoir lébitonas, qui est le mot qu'on attend, une désinence qui est celle qu'a ce mot dans la forme qu'il adopte en passant en copte. C'est effectivement un mot grec que les coptes ont emprunté, et systématiquement dans les textes coptes, eh bien, c'est la forme lébitou que l'on trouve. De plus, Sérapion a recours à des lettres coptes dans la transcription des toponymes égyptiens. Et c'est la première fois que nous assistons à ce phénomène. Normalement, ou on écrit en copte, ou on écrit en grec. On ne mélange pas les deux. Et là, si vous regardez à la ligne 11, eh bien, vous avez un nom de lieu, Tamoru, qui est écrit avec une lettre copte, le ori, la troisième lettre, qui ressemble à un S inversé, Tahmoru. C'est un nom de lieu qui est bien connu et qui est attesté dans les papyrus sous la forme Tahamoru, et c'est normalement cette forme que l'on aurait dû retrouver dans une lettre écrite en grec. Et donc là, le fait que Sérapion a suivi l'orthographe égyptienne, quitte à inclure des lettres non grecques dans un texte grec, eh bien, est un signe indiscutable de sa copticité. Ailleurs, il ne se contente pas d'insérer des lettres coptes dans un toponyme, il va jusqu'à traduire le toponyme en copte. Ainsi, dans l'adresse que vous avez ici, eh bien, on rencontre le nom d'un village, Moué. Alors, vous voyez qu'il y a des espèces de croix ici. C'est tout à fait habituel dans une lettre. Quand la lettre était écrite, on l'enroulait, on la pliait et on écrivait l'adresse. Et on ficelait la lettre. Et à l'endroit où passait la ficelle, eh bien, on mettait des croix, de façon à ce que la ficelle n'empiète pas sur le nom de la personne à qui la lettre était adressée. Donc, très souvent, à l'intérieur de l'adresse, on a un espace qu'on saute et qu'on visualise avec des croix. Voilà, donc c'est ce qui est ici, mais on a bien Eis, Me et la suite Moué, Komen, donc le village de Moué. Alors ce mot n'est ni plus ni moins que la translittération d'un mot égyptien, Maï, qui veut dire les terres neuves, pas neuf, en l'occurrence sous-entendu les terres. Les terres neuves, eh bien, c'est un mot qui désigne des sortes de bas-fonds qui émergent peu à peu par l'accumulation de limons à la faveur des crues du Nil. Et ces bas-fonds forment des îles dans le cours des bras du Nil qui finissent par se souder les unes aux autres et se souder par rapport successif de limons aussi aux rives auxquelles elles s'ajoutent. Et ce phénomène qui est tout à fait propre au Nil, eh bien, les Grecs ont tenté de le rendre par un mot de leur vocabulaire, nessos, l'île. Mais vous voyez que c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec une île normale, on va dire. Or, il se trouve que le village le plus proche du monastère d'Athor s'appelle, eh bien, Nessos, ou quelquefois sous la forme plurielle, Nessoi, l'île ou les îles. Eh bien, c'est sous cette désignation qu'est constamment connu le village dans le reste des archives du monastère d'Athor. Donc Sérapion, vous le voyez, a préféré utiliser le nom égyptien. Il va encore plus loin. Il va encore plus loin en employant carrément des constructions égyptiennes. Ainsi, à la ligne 11, on trouve ce fameux toponyme
dont j'ai parlé tout à l'heure, tar moru, mais avec devant deux lettres un peu bizarres, pa. Voilà, je vous lis le texte, aspazomai or, pa, tar moru. C'est-à-dire je salue, or. On s'attend ici à oron, mais je vous ai dit qu'il ne mettait pas les accusatifs, il met tout au nominatif, c'est plus simple. Pa, tamoru, et on attendrait quelque chose comme apo, c'est-à-dire originaire, venant, habitant tel lieu, en l'occurrence Tarmoru. Et donc, il n'emploie pas apo et il emploie la place pa. On pourrait dire c'est tout simplement une erreur, il a laissé tomber le alpha d'apo et il a transformé le omicron en alpha. Eh bien non, en fait, vous avez là de l'égyptien. Il a utilisé pa, qui est l'adjectif possessif égyptien qui signifie celui de, et qui marque en fait toute forme de relation, notamment d'appartenance géographique. Et donc ça signifie Horus, celui de Tamoru, c'est-à-dire celui qui habite Tamoru. Vous voyez, c'est un égyptianisme. La question qui se pose est de savoir pourquoi Sérapion, bien plus à l'aise en copte qu'en grec, a alors écrit sa lettre en grec. Se serait-il senti obligé de le faire? La personnalité du destinataire, le supérieur du monastère, expliquerait-elle qu'on ait essayé autant que possible, qu'il ait essayé autant que possible d'écrire en grec, une langue bénéficiant d'une plus grande aura? Ou bien est-ce la nature du message qui explique qu'il ait voulu privilégier le grec? Je dois dire qu'on a du mal à voir dans les deux courtes demandes qui sont perdues dans la lettre de Sérapion au milieu d'un flot de salutations, ce qui pourrait justifier l'usage du grec. Il demande à Néphéros de récupérer des fournitures auprès d'un matelot, et la seconde demande, c'est de s'occuper de son terrain pendant son absence. On ne peut pas dire que ce soit des demandes qui justifient l'utilisation du grec plutôt que du copte, contrairement disons, à la supplique épistolaire qu'on a rencontrée tout à l'heure sous le calame d'Hieréus. Ces demandes n'ont aucun caractère supplicatoire particulier, elles ne s'embarrassent pas d'une rhétorique qui pouvait favoriser l'emploi du grec. Donc on est en mal de répondre à ces questions. Et en fait, le dossier de Néphéros ne permet donc pas de relier clairement le choix d'une langue à une motivation qui serait fondée sur le contenu du message ou sur la plus-value que telle langue, en l'occurrence le grec, pourrait lui conférer. On notera cependant que dans ces archives de Néphéros, on a un tout petit groupe de lettres, on va dire, officielles ou plus officielles, qui sont évidemment tout en grec. Vous avez la lettre d'un spéculator, c'est-à-dire un militaire, dont le nom est perdu, qui est adressé à un riparios, c'est-à-dire un agent en charge de l'ordre public. C'est le papyrus Néphéros 20. C'est donc une lettre purement administrative qui ne pouvait à cette époque être formulée qu'en grec. Effectivement, elle est en grec. Et puis, vous avez une deuxième lettre très intéressante, qui est le papyrus Néphéros 19, qui est la lettre du village donc de Nessos, dont je parlais à l'instant, village qui supplie le moine ou prêtre Paul de ne pas lancer un procès contre certains individus qui semblent terroriser le village, au risque que ces individus se retournent contre les habitants du village et leur fassent subir de terribles représailles. On ne comprend pas trop bien l'affaire qui est derrière, mais apparemment, ça a l'air de chauffer. Je vous lis la lettre. « Nous te demandons, Seigneur Père, de ne pas vouloir pétitionner. » Donc, s'engager dans une procédure qui consiste à envoyer ou à déposer, à soumettre aux autorités une pétition pour engager un procès, donc de ne pas vouloir pétitionner au nom de Dieu et du village tout entier afin que ceux-ci, donc ces individus qui ne sont pas nommés et qui terrorisent le village, que ceux-ci ne nous détruisent pas tous. Le terme utilisé en grec est assez fort, ne nous déciment pas tous, eremos aussi. Daigne au contraire venir nous trouver, et quoi que tu veuilles, ordonne, et ce sera fait.
Et si tu veux les tuer, nous le ferons nous-mêmes, puisqu'ils détruisent tout le village. Nous te demandons, nous, la communauté tout entière du village, de ne pas introduire une instance, un procès. Viens nous rencontrer et nous ferons ce que tu veux. Et ensuite, vous avez la formule finale de politesse. Donc vous voyez le ton de supplique de cette lettre et le fait qu'elle émane du conseil du village donne à ce texte un caractère formel et officiel qui, je crois, impliquait l'utilisation du grec. Comme pour les archives d'Apapaiéus, ce qui frappe donc, si je conclus à l'examen de celle de Néphéros, c'est le bilinguisme de ces acteurs, même si on a vu que c'était un bilinguisme qui était souvent imparfait. Bilinguisme de ces acteurs qui sont capables de passer d'une langue à l'autre et d'écrire dans une langue qui n'est pas naturellement la leur. Alors, les raisons qui motivent l'emploi des langues, on l'a vu, ne sont pas toujours claires, mais je dirais que c'est peut-être là le meilleur signe d'un bilinguisme ambiant, quand justement le choix d'une langue n'est pas motivé par quelque chose de particulier. Alors, à peu près à la même époque, datent les documents trouvés dans les reliures des codex ou codices gnostiques de Nag Hammadi. Vous avez peut-être entendu parler de cette exceptionnelle découverte qui a défrayé la chronique, découverte faite en 1945, d'un lot que vous avez à l'écran de codex gnostiques. Eh bien, le contenu de ces codex a apporté énormément à la connaissance de la gnose, mais il faut aussi dire que ces codex avaient des reliures, et dans ces reliures qu'on a démontées, on a retrouvé des papyrus, et notamment dans le codex 7 et dans le codex 8. On a retrouvé un ensemble de documents, 16 lettres grecques, et à peu près le même nombre. Alors voici le codex 7, et vous voyez la reliure en train d'être démontée avec les couches de papyrus. On collait des vieux papyrus les uns sur les autres pour faire une espèce de carton qu'on utilisait dans des reliures qu'on recouvrait ensuite de cuir. Donc 16 lettres grecques et à peu près le même nombre de lettres coptes, à côté de plus de 140 documents grecs non épistolaires et de textes coptes littéraires. Une quinzaine de ces textes proviennent assurément d'un milieu monastique et tournent autour d'un moine, pour une part en tout cas, autour d'un moine nommé Sansnos, en tout cas pour ce qui est des textes qui viennent de la reliure du codex 7. Le côté fragmentaire de ces textes et le manque de données contextuelles, puisqu'il s'agit de papyrus réutilisés et non pas trouvés dans un endroit qui pourrait, disons, nous des indices sur le milieu des gens qui écrivaient, rendent cependant cet ensemble plus difficile à exploiter pour le problème qui nous occupe. Mais on notera, je crois, quelques intéressants croisements linguistiques. Par exemple, Sansnos, qui a un nom typiquement égyptien, qui vient de l'égyptien, de mot égyptien qui signifie les deux frères, Sansnos reçoit 4 lettres grecques et une en copte. Cette dernière, la lettre en copte, est envoyée par un certain Aphrodisios, auquel le même Sansnos écrit une lettre en grec. Il s'agit bien du même Aphrodisios. Alors, j'ai déjà commencé à utiliser un code de couleurs. J'utilise le rouge pour tout ce qui est copte et le bleu pour tout ce qui est grec. Vous verrez, ça permet de visualiser justement ces recoupements ou ces croisements. Donc, à travers la figure de Sansnos, on voit se dessiner un milieu bilingue, même si la seule lettre grecque écrite par le moine Sansnos, le papyrus Nag Hammadi 69, atteste d'une maîtrise assez rudimentaire du grec. Et là encore, vous retrouvez les fameuses astérix qui montrent qu'on a affaire, qui montrent qu'on a des erreurs. Et là, vous voyez que le texte est truffé d'erreurs. Et même à la ligne 20, je vous ai souligné un passage particulièrement erroné, oilopasdou pour eilopasté. Là,
on voit bien que ce monsieur avait quelques problèmes avec la phonétique et la morphologie grecque. Alors je referme le dossier des papyrus de Nag Hammadi parce que, comme je vous le dis, le fait qu'il s'agisse d'une découverte clandestine, plutôt de réutilisation de papyrus dans des ouvrages qui ont été trouvés de façon clandestine, ne nous permet pas d'avoir une idée très claire sur l'ambiance des acteurs de ce dossier. Alors, contemporains ou légèrement postérieurs sont les textes des oasis de Kharga et de Dakhla dans le désert occidental de l'Égypte, dont le nombre, vous le savez, s'est considérablement multiplié à la faveur des fouilles qui ont été menées dans cette région depuis plusieurs décennies. Et les Français, d'ailleurs, y ont participé à leur façon. J'aurai l'occasion de vous en parler, justement, avec les textes de Douche. Alors, ces textes trouvés dans les oasis nous transportent dans des milieux très différents de ceux monastiques que nous avons côtoyés jusqu'ici. En ce qui concerne l'oasis de Kharga que vous avez ici, c'est le site militaire de Douche, en grec Kisis, qui a été le plus prolifique, mais avec seulement 11 textes identifiés comme étant coptes, sur les 369 ostracas, on n'a pas trouvé de papyrus, il ne s'agit que d'ostracas, publiés. Ce sont des textes qui sont datés, disons, de 350 à 400. Voilà une vue du site de Douche. Et voilà donc le nombre des textes grecs et des textes coptes qu'on y a retrouvés. Les textes coptes, donc les 11 lettres, sont tous des lettres privées. Mais en fait, vous allez me dire, 11 sur 639, ce n'est pas énorme, mais c'est un chiffre finalement élevé si on le rapporte au nombre de lettres privées ou d'affaires en grec. Il faut comparer ce qui est comparable. Et en fait, en grec, on n'a qu'une vingtaine de lettres. Le reste de la documentation, ce sont des ordres de paiement, des comptabilités, des reçus, etc. Alors, de même, à Ain Wakfa, qui est un autre site de la même oasis, qui cette fois-ci est un site villageois, parmi les 79 documents publiés, qui datent à peu près de la même période, se trouve une lettre copte, mais c'est la seule lettre de cet ensemble qui compte, sinon des ordres de livraison, des reçus, des conventions, des comptes, etc. Donc vous voyez, il y a une seule lettre, et cette lettre est en copte. Enfin, sur les 6 documents qui ont été trouvés à Shams el-Din, un autre site de la même oasis, en grec Mounésis, eh bien, l'un conserve une comptabilité grecque où s'est glissée une ligne de copte. Si les documents coptes sont en très faible proportion par rapport aux grecs, pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec l'ambiance militaire d'où ils émanent, on notera, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dès que nous sommes dans le domaine des échanges épistolaires privés, eh bien, le copte se fait plus visible, plus de la moitié des lettres à Douche, voire exclusif à Ain Wakfa. Donc, le problème, c'est que ces textes, en tout cas pour ceux de Douche, sont toujours inédits. Donc on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas été encore publiés. Donc en attendant l'édition de ces textes, il est peut-être, je crois, difficile d'en dire plus sur la sociologie de leurs auteurs. On aura peut-être plus de chance avec l'autre oasis, l'oasis de Dakhla. Le site de Kélis, dans cette oasis, y a livré ces dernières années une quantité considérable de textes coptes, textes coptes qui sont datés des années 355-380, un petit peu plus que 380, dans la décennie 380. Et on y a retrouvé aussi des textes grecs, donc textes coptes, textes grecs, qui ont la particularité d'émaner de cercles se réclamant du manichéisme. C'est le premier ensemble qui documente massivement des milieux non monastiques. Je mets de côté les quelques textes isolés de Douche. Le copte d'usage non littéraire sort donc
pour la première fois visiblement des murs des monastères. Mais en même temps, le faciès religieux de ces utilisateurs semble a priori contrevenir aux liens que nous avions vu se tisser de façon très consubstantielle entre coptes et christianisme. Ce sont en effet des manichéens qui l'utilisent à Kélis, autant qu'on puisse en juger d'après le gros de la documentation trouvée dans le secteur A que vous avez ici à l'écran, et plus particulièrement dans la maison 3 de ce secteur A, qui a livré énormément de papyrus coptes. Voilà la maison 3, et je vous montre une photo là en coupe et en plan, et une photo de cette maison après la fouille. Il faut s'empresser de rajouter qu'un certain nombre de lettres corps n'arborent pas, je dirais, d'indices de manichéisme de la part de leur rédacteur, et que l'on pourrait avoir affaire à des chrétiens orthodoxes, entre guillemets, même si les relations familiales entre les auteurs et l'emploi de formules, certes ambiguës mais compatibles avec le manichéisme, rendent assez raisonnable leur appartenance à cette religion, à la religion manichéenne. Mais qui sont les manichéens ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le manichéisme, mais il est quand même important, pour mieux comprendre les textes de Kélis, de savoir ce que sont les manichéens. Alors, les manichéens se réclament du manichéisme, fondé par Mani. Vous savez que Mani est né à Mardinou, près de Ctésiphon, dans l'actuel Irak, en probablement 216, mort en 274 ou 277 à Goudishapur. Il a développé à la suite de deux visions qu'il a eues, une en 228 et l'autre en 240, une doctrine qui synthétise en tentant de les dépasser zoroastrisme, bouddhisme et christianisme en une conception de l'univers fondée sur la dualité ténèbres d'un côté gouvernée par Satan et lumière de l'autre gouvernée par Dieu. Alors cette doctrine, cette religion a connu une grande diffusion à travers l'Afrique du Nord. On a des traces du manichéisme en Égypte dès les années 260, à travers l'Europe jusqu'en Gaule et à travers l'Asie jusqu'en Chine. Le manichéisme fut condamné par Dioclétien en 297, puis après la période de tolérance instaurée par l'édit de Milan, condamné aussi par Théodose Ier en 382. Le manichéisme a été attaqué, comme vous le savez, par les philosophes grecs païens d'un côté, comme Alexandre de Lycopolis, mais a été attaqué aussi et surtout de l'autre côté par les chrétiens qui y virent un rival dangereux dans leur lutte contre les paganismes. Et il me suffit de citer le nom célèbre de saint Augustin qui, comme vous le saurez, après avoir suivi l'enseignement des manichéens pendant presque 10 ans, s'est évidemment converti au christianisme et a ensuite, dans ses écrits, rejeté et violemment attaqué le manichéisme. Le manichéisme a été longtemps connu surtout à travers ce qu'en disaient ses détracteurs, et il a été heureusement mieux connu grâce à la découverte au XXe siècle de manuscrits originaux, notamment, et l'Égypte a beaucoup contribué à cette redécouverte du manichéisme à travers les papyrus trouvés à Médinet Mahdi dans le Fayoum, grâce aussi à la découverte du fameux codex de Mani qui est à Cologne, un texte du IVe, Ve siècle, extrêmement important, et enfin, depuis quelques décennies, grâce aux papyrus trouvés à Kélis. Alors, les fouilles de l'agglomération de Kélis ont non seulement mis à jour des textes religieux manichéens en copte, mais aussi en syriaque, mais je dirais surtout pour le problème qui nous intéresse, des documents qui permettent pour la première fois assez précisément de suivre au jour le jour une communauté de manichéens. Grâce aux lettres que ces manichéens s'échangent, et dont certaines ne font pas mystère de leur conviction religieuse. Je citerai juste un exemple de cette prose manichéenne avec une lettre qui commence par « À mon frère, mon maître, le bien-aimé de mon âme, de mon esprit, l'enfant de la justice, beau membre de l'esprit de lumière, etc., etc. » Et vous retrouvez ce thème de la lumière. Donc, grâce à ces lettres, on peut reconstituer
l'organisation de ces manichéens avec le grand maître, comme il l'appelle, le didaskalos, ou le penog ensar, qui vit dans la vallée du Nil, les élus et les catéchumènes, avec une hiérarchie. En fait, malgré certaines formules très marquées par la théologie manichéenne, les lettres contiennent le plus souvent des formules qui ne dépareraient pas chez des chrétiens. Les noms de fonctions de l'Église manichéenne, tels qu'on les rencontre dans les papyrus de Kélis, sont exactement les mêmes que ceux de l'Église chrétienne. Vous avez des prêtres, vous avez des évêques, vous avez peut-être même un diacre. Il y avait en outre, près de Kélis, un monastère manichéen. Bref, nos manichéens, extérieurement, ne sont pas très différents des chrétiens. Ils se pensaient d'ailleurs eux-mêmes comme des chrétiens, les chrétiens de la véritable Église, dans le sillage de Mani, qui se proclamait l'apôtre de Jésus-Christ. Et leur écrit religieux était loin de rogner ce lien avec les saintes écritures chrétiennes. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de les voir utiliser le copte, l'écriture égyptienne des chrétiens ou des antipaïens, comme vous le voulez. Comme eux, ils sentaient le besoin de se doter d'une écriture à des fins à la fois de communication journalière, mais aussi de copie de textes religieux, une écriture qui rompe définitivement avec la tradition marquée par le paganisme et leurs écritures, notamment le démotique. En un mot, rien n'autorise à considérer comme des intrus les textes coptes manichéens de Kélis. Ils participent du même phénomène et ont le mérite de montrer que l'émergence du copte a parfois dépassé le périmètre du christianisme stricto sensu et qui ont pris part des groupes rétrospectivement considérés comme non chrétiens alors qu'ils se réclamaient d'une foi qui s'appuyait sur des convictions religieuses, pour une part chrétienne. Alors, cela étant dit, quelle est la nature des textes coptes trouvés à Kélis et comment se situe-t-il par rapport aux documents grecs qui y ont été trouvés avec? Il est difficile de pouvoir comparer les presque 450 documents grecs et les 207 textes coptes puisqu'ils sont en cours de publication. On ne peut donc on ne peut pas se faire une idée tout à fait précise, mais heureusement, nous avons un récapitulatif qui a été publié dans le dernier volume des papyrus de Kélis, le papyrus Kélis 7, publié en 2014, qui nous donne des comptages des textes trouvés sur le site de Kélis. Et donc, on a 207 documents coptes répertoriés, pas encore tous publiés, 199 sont des lettres et 8 des listes ou des comptes, tandis que les Grecs comportent, outre des lettres privées ou administratives, des documents juridiques, des pétitions et d'autres types de textes. Il y a deux exceptions sur lesquelles je reviendrai, deux textes coptes qui sortent, je dirais, du cadre étroit de la correspondance privée pour revêtir des allures de documents juridiques, mais qui ne remettent pas en cause en fait ce déséquilibre typologique entre grec et copte. Toujours pareil, le copte utilisé pour les lettres privées, alors que le grec est utilisé pour d'autres types de documents. Si le grec est la langue exclusive des documents juridiques ou administratifs, on constate que le copte est de loin la langue la plus usitée dans les échanges privés. Alors, je vous propose d'affiner un petit peu la comparaison en restreignant notre analyse à cet ensemble homogène qu'est le groupe des maisons 1, 2, 3, plutôt que de comparer du matériel un peu hétérogène qui a été retrouvé sur la totalité du site et qui correspondent à des zones à usages divers et d'occupation non exactement synchronique. Alors, dans cet îlot d'habitation que vous avez donc ici, dans cet îlot d'habitation, on a retrouvé 25 lettres en grec contre 177 en copte.
Et même si ce chiffre est amené à évoluer à la marge avec la publication des inédits, vous voyez que la disproportion n'en est pas moins écrasante. Nous avons là le premier ensemble où le copte est en situation hégémonique. Et ce, dans les rapports privés entre individus. Alors, outre le faciès générique ou typologique, qui est différent selon la langue, on doit aussi relever une importante différence entre les textes grecs et les textes coptes trouvés dans le même secteur. Les textes grecs couvrent une période bien plus longue. Comme vous le voyez, les premiers, les plus anciens, datent des environs de 290 jusqu'à 390, alors que les textes coptes, eux, se limitent aux années 355, 380 et des poussières. Autrement dit, les textes grecs sont à la fois contemporains des coptes, mais peuvent être beaucoup plus anciens. Comment rendre compte de cette différence, si elle n'est pas de l'ordre du hasard? L'explication la plus naturelle serait d'y voir l'indice que le copte n'a fait son apparition comme langue d'échange entre les habitants de Kélis que vers le milieu du IVe siècle, à savoir une vingtaine d'années après ses premiers emplois, tels qu'ils sont documentés par les archives d'Apapaiéus du monastère d'Athor. C'est une explication plausible. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce retard était dû au fait que les textes de Kélis documentent un milieu non monastique et qu'il correspond au temps que la diffusion du copte aurait mis pour sortir des monastères et se répandre dans la population laïque. Ce sont des conclusions, là encore, plausibles, encore que un peu osées du fait de l'étroitesse de notre documentation. Et je dois dire que je n'y souscris pas et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais une autre explication nous oblige à chercher ailleurs la raison principale de cette discordance chronologique. Les textes grecs, les plus anciens, sont, contrairement aux lettres privées, des documents pourvus d'une valeur juridique, d'une valeur judiciaire, d'une valeur administrative. Autrement dit, ce sont des contrats, par exemple des contrats de vente, ce sont des pétitions, ce sont des reçus d'impôts qui prouvent que vous avez bien payé vos impôts, ce sont des déclarations qui sont faites à l'administration. Bref, ce sont des textes qui ont une valeur judiciaire, juridique, administrative, qui explique qu'on ait voulu les conserver, précisément en cas de contestation d'un particulier ou du fisc, ou pour documenter tel droit. Ce décalage chronologique nous renvoie donc toujours à la différence essentielle de genre documentaire que nous avons relevé précédemment, autrement dit, au faciès de spécialisation très contrasté entre le grec et le copte. Le grec, langue administrative ou langue juridique, et le copte, langue des rapports privés. Il y a peut-être une autre raison qui pourrait rendre compte de l'usage du copte. Si seulement 2 des auteurs des 25 lettres grecques sont des femmes, ce qui fait moins de 10%, eh bien 43 des 98 lettres coptes, dont le nom de l'expéditeur est conservé, sont dues à des femmes, c'est-à-dire 40%. Donc vous voyez, il y a une différence entre les lettres grecques, moins de 10% écrites par des femmes, les lettres coptes, 40%. On voit s'esquisser un lien entre femmes et usage du copte qui peut s'expliquer à la fois par le fait que le grec est la langue de la sphère publique, contrairement au copte, langue de la sphère privée, du domaine familial, mais aussi, je dirais, par les conditions de scolarisation et donc d'accès à la langue grecque qui sont nettement défavorables à cette époque aux femmes. Mais nous raisonnons là sur un échantillon qui me semble un peu trop mince pour être assez solide. Si les échanges, si les langues, l'usage des langues est déterminé pour une part par la finalité des textes et plus partiellement encore par le sexe de leurs auteurs, je crois qu'il faut avant tout reconnaître que
le fait le plus frappant est le bilinguisme des acteurs de ce dossier. Acteurs capables de passer d'une langue à l'autre sans qu'il soit toujours facile d'en justifier l'emploi. Alors, je vous propose quelques recoupements que j'ai faits en comparant, en regardant les textes de Kellis, et qui mettent en lumière le bilinguisme des habitants de la maison 2 et de la maison 3. Malgré, je dois dire, la difficulté qu'il y a à identifier des personnes dont les noms, dont l'onomastique est extrêmement répétitif, surtout d'une génération à l'autre. Vous connaissez l'habitude qu'ont les Égyptiens de donner à leurs enfants le nom les parents donnent à leurs enfants le nom de leurs parents. Donc on retrouve sur 2 générations toujours les mêmes noms. Et en dépit aussi, je dirais, de l'ambiguïté des déterminations qui sont utilisées dans les lettres entre les correspondants qui s'appellent mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, etc., mon fils, et qui ne recouvrent pas toujours des liens du sang. Et ce qui est extrêmement difficile, ce qui ne nous permet pas de faire un arbre généalogique ou des personnages qui apparaissent dans ces lettres. Alors, voyons un petit peu ces recoupements, maison par maison, maison 2 et maison 3. La maison 2, eh bien, vous voyez, on a trouvé des documents qui montrent que Titoès écrit à son fils Samoun en copte et Samoun écrit à Titoès en grec. Donc, le père écrit en copte, le fils écrit en grec, mais les deux reçoivent des lettres en grec. Dans la maison 3, Pamour écrit à son frère Psaios en grec et en copte. Pamour écrit à son frère Pécusis en copte et Pécusis écrit à Pamour en grec. Philamon reçoit une lettre en grec de Valérius, et écrit une lettre en grec à sa sœur Técosé ou Técusis, tandis qu'il envoie des lettres en copte à Théognostos, qui peut être aussi appelé Louis Chai. Théognostos reçoit une lettre en grec et envoie des lettres en copte à divers correspondants. Donc vous voyez, ça part dans tous les sens. On voit des personnes qui écrivent tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre, ou qui écrivent dans une langue et qui reçoivent des textes dans une autre langue. Le bilinguisme gréco-copte de cette petite communauté se lie même dans la forme que revêtent les lettres que s'échangent nos kélites. Les lettres coptes font systématiquement usage du grec à certains endroits bien particuliers de la lettre. On ne pouvait pas écrire une lettre n'importe comment. Il y a une façon, il y a des conventions qui régissent l'écriture épistolaire. Eh bien, vous voyez que la plupart du temps, ce qu'on appelle le prescrit, c'est-à-dire cette introduction de la lettre où la personne qui écrit se nomme et s'adresse à la personne, moi, j'écris à un tel salut, enfin, moi, un tel à un tel salut, eh bien, vous voyez que ce prescrit est écrit en grec. Vous avez, alors c'est tantôt écrit en grec, tantôt on peut avoir des prescrits en copte, mais qui suivent finalement un modèle grec avec le mot grec kairein qui est inclus dans la formule en copte. Vous pouvez avoir aussi, le grec est aussi utilisé dans la formule de politesse finale. Il était d'usage de terminer une lettre. On ne signe pas les lettres dans l'Antiquité, mais on utilise une formule de politesse. Je souhaite que tu sois en bonne forme, et ça sert de signature, on va dire. Eh bien, vous voyez que cette formule finale est écrite, là aussi, en grec. Erostai seukoma, je te souhaite d'être en bonne santé. Enfin, le grec se trouve aussi utilisé sur le verso, la fameuse adresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a cette forme todeini odeinos, à un tel, de la part d'un tel, avec quelquefois le mot apodos, à livrer, qui se trouve écrit devant. Donc vous voyez que le corps de la lettre est en copte, mais que vous avez certaines parties qui, par convention, sont écrites en grec. Indépendamment de ces parties formulaires, où vient se nicher le grec, eh bien, le message même de la lettre peut être bilingue.
indépendamment, peut être bilingue. Je voudrais vous donner un exemple avec cette lettre de Kélis, la lettre 43, où une certaine Madame Tat écrit une lettre en copte à son fils entre guillemets, on ne sait pas si c'est vraiment son fils, Psempsaïs, où elle ajoute un très long post-scriptum sur le verso qui est entièrement en grec. Donc là, la lettre est en copte, elle tourne la lettre, elle continue, et c'est écrit en grec. Donc un long post-scriptum qui se termine par les salutations de Léporios et de Makarios, qui prennent la parole et qui disent « moi je te salue aussi », etc. etc. Bon. Les éditeurs n'ont pas remarqué que la main de cet ajout semble être différente de celle du message écrit sur le recto en copte. Et je propose d'expliquer par le scénario suivant. Tat venait de finir sa lettre, ici. D'ailleurs, il y a la formule de salutation finale, vie et sois en bonne santé pour longtemps, en copte. Et Léporios et Makarios ont voulu ajouter un mot au moment même où Tat a réalisé qu'elle avait oublié certaines informations que Léporios et Makarios ajoutent en grec avant de présenter leur salutation. Alors, même si cette lettre, si mon scénario est juste, ne peut témoigner du digraphisme, c'est-à-dire de la capacité qu'a Tat d'écrire dans les deux langues, eh bien, il n'en montre pas moins que le bilinguisme de cette communauté qui pratique avec aisance ce que j'avais appelé l'année dernière, ce que les sociolinguistes appellent le code switching, c'est-à-dire la capacité de mixer plusieurs langues dans un même message. Voilà. Et ce bilinguisme, en fait, il est tout à fait bien résumé par cette recommandation que Makarios fait à son fils Mathéos dans une lettre copte, étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou qu'ils soient en copte. Voilà. Je vous donnerai la semaine prochaine d'autres exemples de ce bilinguisme dans les lettres de Kélis. Je vous remercie.